Fullmetal Alchemist est un manga légendaire, 70 millions d'exemplaires vendus et un animé considéré comme le meilleur au monde. Sur MyAnimeList, il a la note de 9,23 sur 10. Et comme tout chef-d'œuvre, l'œuvre regorge d'anecdotes, de références et de clins d'œil cachés que vous avez peut-être loupés. Alors aujourd'hui, avec l'ami Chauve, nous allons ouvrir la porte des secrets de Fullmetal Alchemist. Pourquoi y a-t-il deux séries ? Et oui, si vous l'ignorez, il existe bel et bien deux animés FMA, Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Allô ? La première est sortie en 2003, et à ce moment-là, le manga au format papier était loin d'être terminé. Fatalement, l'anime a fini par rattraper l'œuvre originelle, et le studio a dû inventer sa propre version de la fin de l'histoire. FMAB sortira en 2009, permettant aux fans d'avoir quand même une version de l'anime fidèle à l'histoire telle que Arakawa l'avait imaginée. Et c'est cette version dont j'ai parlé au début de la vidéo qui est considérée comme la meilleure au monde. Son petit frère n'a que 8,2 sur 10 et est classé 301ème meilleur animé au monde. Si vous trouvez ça pas ouf, dites-vous qu'il est devant Akira, Beastar et la saison 4 des Masha. Ouais, ça calme. C'est d'ailleurs très surprenant qu'une série aussi longue ait eu le droit à deux adaptations animées complètes. C'est simplement dû au succès impressionnant du manga qui a décidé le studio Bones et Square Enix à refaire un deuxième animé, et pas juste une fin alternative. D'ailleurs, Bones s'est fait plaisir pour allègrement spoiler les morts des personnages. Bon, j'exagère, c'est dans les amorces de Cooper Pub qu'ils ont glissé des petits indices. En temps normal, un personnage apparaît et son doubleur dit Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Sauf quand le dit personnage meurt dans l'épisode, et je suis sûr que vous l'avez jamais remarqué. Et même si vous avez vu les deux animés, il y a une adaptation que vous n'avez jamais vue, un court-métrage, fait par les doubleurs anglais pour rendre honneur à la série. Ils ont tellement aimé la licence qu'ils ont fait ce petit film en cosplayant eux-mêmes les personnages principaux. Ça n'a jamais été diffusé ailleurs qu'en convention pour des problèmes de droit d'auteur, mais apparemment il est plutôt bon. Arakawa elle-même a demandé à avoir une copie de ce légendaire court-métrage, et elle l'a tellement adoré qu'elle a envoyé à l'équipe un gros carton rempli de goodies, comme des montres à gousset Elric ou des esquisses d'Edouard signées à la main. Les homonculus, énigmatiques antagonistes. Ils sont sans aucun doute les personnages les plus énigmatiques de la série, et pour cause, leur inspiration même trempe dans l'alchimie. Arakawa ne s'est pas arrêté dans l'inspiration, le petit être de la fiole voit aussi son chara-design basé sur de vieilles croyances. À l'époque des alchimistes, on pensait que si un homme miniature existait, un homonculus, il devrait forcément vivre dans une fiole en verre sous peine de mourir. Et tant que j'en parle, aviez-vous remarqué que chaque homonculus mourrait de son propre péché ? Gluttony finit par se faire dévorer par Pride, la fierté, meurt en suppliant qu'on l'épargne avant de devenir un fœtus, la forme de vie la plus dépendante qui soit, Sloth, la paresse, abandonne et meurt sous sa propre flemme en perdant l'envie de se battre. Envy, l'envie, se suicide après avoir réalisé qu'il était envieux des humains capables de tisser entre eux des liens sociaux. Lust, la luxure, meurt à genoux au pied d'un homme, et Vras, la colère, meurt tué par Scar, qui était aussi colérique que lui mais qui a su surmonter cette haine pour le plus grand nombre. Et enfin Greed, l'avarice, qui se sacrifie en réalisant que ce qu'il voulait plus que tout au monde n'était pas quelque chose de matériel. Son seul souhait était d'avoir des amis, la seule chose qui ne s'achète pas, la seule chose qu'on ne peut pas posséder. FMA, le premier succès de son auteur. La série comporte 27 volumes, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle devait n'en faire que 21 à la base. Hiromu Arakawa, l'auteur, avait mal estimé le temps qu'il lui faudrait pour développer son intrigue. Arakawa n'a jamais dessiné de série longue avant FMA, et pour cause, ses deux premières séries étaient des échecs, arrêtées très rapidement après un an de publication. Si avant Hunter x Hunter il y a Yu Yu Hakusho et avant Fairy Tail il y a Rave, ici, non. Avant FMA il y a Stray Dog, un chapitre, et Shanghai Yomikikai, 4 chapitres. Mais quel éditeur a pris le risque de lui faire confiance une nouvelle fois ? Eh bien, vous les connaissez, il s'agit de Square Enix, où l'éditeur de jeux vidéo a son propre magazine dédié au manga, Shonen Gangan. Et c'est aussi à eux qu'on doit les célèbres séries Black Butter ou Soul Eater. Comme c'était sa première série, l'auteur était très attaché à ses personnages. J'en veux pour preuve les sélections In Memoriam en hommage aux personnages morts présentes dans chaque volume. Qu'un personnage soit important ou non, il était représenté soit en train de monter au paradis, soit envoyé en enfer. Et s'il y a un tome où personne ne meurt, la section restera vide, ce qui n'arrivera que 6 fois tout au long du manga. Cas paradoxal pour elle, un personnage important ne doit pas être un personnage qui survit. La mort donne du sens, nous fait profondément aimer les personnages disparus. Des morts qui disparaissaient de l'histoire, mais qui continuaient un peu de vivre avec nous, via des petites BD en 4 cases en bonus que l'auteur mettait à la fin de cet tome. Ils ont eu d'ailleurs tellement de succès que plusieurs ont été adaptés en animé dans le DVD FMA. Sur un thème plus léger, certains amateurs de détails l'auront peut-être déjà remarqué, mais Arakawa a caché un personnage mystère dans ses planches. Un peu à la manière de Pandaman dans One Piece, c'est un peu un Où est Charlie mais version manga. Petite moustache, petit costume, et il n'a pas laissé les fans indifférents. On n'avait aucune information sur lui jusqu'à l'apparition du Perfect Guidebook, où l'on apprend que cet étrange personnage s'appelle Mobuo Mobuta, qu'il a un enfant et que c'était juste une blague. Un simple easter egg. Si vous avez les tomes chez vous, amusez-vous à le retrouver. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Hiromu Arakawa est une auteure et pas un. Pourtant, Hiromu, c'est un prénom très masculin, non ? C'est vrai, et c'est en fait son pseudonyme masculin. À la masculinité
masculiniser son prénom sûrement pour éviter les clichés et les réflexions dans une société japonaise très sexiste. Toujours est-il que son vrai nom est Hirumi et non pas Hiromu. La nuance est mince, certes, mais ça me semblait important d'en parler pour rappeler un petit peu à tout le monde que le talent n'a pas de sexe. Pourquoi Edward est-il si petit ? Si vous avez lu le manga ou vu l'anime, vous savez qu'Edward est très petit. 1m50 à 16 ans, on va pas se mentir, c'est quand même chaud. C'est même une des blagues les plus récurrentes de la série. Bonjour, sont 17. Edward serait petit parce qu'il déteste le lait et il sera moqué pour sa taille par quasiment tous les personnages. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Ed était si petit ? Il y a en réalité deux raisons. La première est que suite à la transmutation d'Alphonse, Edward a lié son corps à celui de son frère qui se trouve toujours derrière la porte. Du coup, le corps d'Alphonse va consommer une partie de l'énergie d'Ed, énergie que son corps n'aura pas pour générer sa croissance. Et la deuxième raison, c'est plus une théorie, c'est qu'en fait, Edward gagne progressivement en taille tout au long de l'histoire. Cette croissance discrète est une façon de montrer la maturité grandissante d'Edward. Sa petite taille serait en fait une représentation de sa méconnaissance du monde qui l'entoure. Et personnellement, j'aime beaucoup cette interprétation, et on a tous été surpris en voyant un Edward aussi grand que Winry à la fin du manga, quand il s'est enfin libéré de ses chaînes alchimiques. La symbolique dans FMA. FMA est rempli d'étranges symboles qui semblent incompréhensibles à la base, mais vous allez voir qu'Arakawa a longuement étudié l'alchimie avant d'écrire son manga. Tout d'abord, le symbole que l'on peut voir sur la cape d'Edward, sur l'épaule d'Alphonse ou encore sur la poitrine d'Izumi est une référence au bâton d'Asclépios, le dieu grec de la médecine. Et le serpent enroulé autour fait référence au caducée d'Hermès, un sceptre autour duquel s'enroulent deux serpents. Dans la série, tous les personnages mentionnent ce symbole comme étant une croix de Flamel, référence à Nicolas Flamel qui dans l'imaginaire collectif fait partie des plus grands alchimistes, c'est aussi lui qui a inventé la pierre philosophale. Deuxième symbole qui vient à l'esprit quand on parle d'Ephema, c'est bien l'Ouroboros des homonculus, un dessin de serpent ou de dragon, on sait pas trop, qui se mord la queue. C'est l'emblème d'un retour éternel et du caractère cyclique du temps, si ancien qu'il remonte à la Mésopotamie. Ce terme a plusieurs étymologies, il vient du copte ouros, roi, de l'hébraïque ob, serpent, mais aussi du grec oura voulant dire queue et boros, celui qui dévore. En ressort de traduction, le roi serpent qui dévore ou le serpent dévorant le roi. L'auteur joue de cette ambiguïté par la symbolique. À la fois le petit être de la fiole a tué un roi pour exister, et maintenant il règne sur Terre, il veut dévorer Dieu. On retrouve encore de nombreuses représentations alchimiques dans le manga, qui ont un réel sens. Le plus flagrant c'est la salamandre, animal mythologique représentant le feu en alchimie, naturellement présent sur les gants de Roy Mustang. Le plus stylé est sans aucun doute l'emblème des alchimistes, le lion blanc sur fond vert, faisant référence en alchimie au symbole du lion blanc dévorant le soleil, symbole de purification ou du mercure. Et allez, un petit dernier parce que vous me semblez bien sympathique, Armstrong utilise des gants de transmutation, chacune avec des gravures dessus. Dans ces gravures on retrouve le mot Dieu, écrit en hébreu. Il y a aussi tout autour des mots, faisant référence à un poème intitulé L'Ode à la joie de Friedrich Schiller, qui est une ode à l'héroïsme et à la fraternité. Aucun doute possible, Arakawa a longuement étudié l'alchimie avant d'écrire son manga. Référence et clin d'œil. En 9 ans, la série a bien eu le temps de se développer, et ça a permis à Arakawa de parsemer son manga de plein de petites références culturelles. Par exemple, lors d'une scène où les frères Elric parlent de la transmutation humaine, ils font référence à l'histoire d'une mouche qui se serait introduite au milieu d'une transmutation, transformant son alchimiste en mouche. C'est ici une référence au film La Mouche de Cronenberg, sorti en 1986, où un scientifique se transforme peu à peu en mouche car celle-ci s'est introduite au milieu de son expérience. Ce n'est pas la seule référence cinématographique. Dans le tome 13 du manga, on a le droit à une référence au cultissime film La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin. C'est dans la dimension de gloutonie que Ed propose à Ling Yao de faire comme dans un film de son enfance, manger une chaussure pour survivre. Arakawa s'est même permise de placer un foreshadowing, comme quoi ce n'est pas réservé qu'à One Piece, le fait que Mustang finisse aveugle était annoncé très tôt dans la série. C'est quand il tuera Lust qu'elle lui dira attendre avec impatience le jour où ses yeux se rempliront d'agonie. Une prophétie qui s'avère tristement correcte lorsqu'on le forcera à ouvrir la porte de la vérité, et que cette dernière lui retirera la vue. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que cette porte est différente selon la personne qui lui fait face ? L'exemple le plus flagrant est celui des frères Elric. La porte d'Edward représente un arbre, l'arbre de la vie, auquel plusieurs cercles s'accrochent. Chacun d'eux représente différentes vérités montrées aux hommes. Le fait que l'arbre soit à l'envers représente la subjectivité de la vérité, comme quoi chacun aurait la sienne. Une guerre bel et bien réelle. Vous avez forcément constaté que la guerre d'Ishvald était fortement teintée d'un air de Seconde Guerre mondiale. Ce conflit où des soldats ont trahi le génocide d'un peuple faisant fortement penser aux Tziganes n'a fait illusion pour personne. Et bien sachez qu'en réalité, le conflit est inspiré par celui entre les Ainu et les Wajin au Japon. La volonté de l'auteur était de briser le tabou sur cet esclavage caché que les Japonais ont infligé aux Ainu, dans le but de les assimiler en excluant leur culture, qui s'est achevée au XXe siècle. Oui, c'est tout récent, et pourtant le tabou existe toujours. Ce flou posé sur la véritable inspiration de la guerre d'Ishvald ne vient pas de nulle part. Pour donner plus de réalisme
réalisme à ce conflit, elle a lu des livres, vu beaucoup de documentaires et interviewé de nombreux vétérans pour préparer son histoire. Dans le tome 15, elle avouera avoir été particulièrement touchée par le témoignage d'un vétéran disant ne plus pouvoir regarder de films parlant du conflit. Elle est même allée jusqu'à acheter des répliques d'armes à feu pour les dessiner de manière réaliste. Un tel investissement, ça force le respect. Investissement qui se retrouve dans le nom de ses personnages. Roy Mustang tire son nom d'un avion de combat, Hugh fait référence à un constructeur d'hélicoptères de combat, et King Bradley fait référence à un véhicule d'infanterie américain, ainsi qu'à Homer Bradley, général américain de la Seconde Guerre mondiale. Si vous pensez qu'Arakawa en fait trop, dites-vous qu'elle est allée encore plus loin. Edward Elric et Roy Mustang codent leurs recherches, exactement comme pendant la guerre 39-45 où chaque camp utilisait un code pour communiquer. Tout ça me laisse penser que FMA est sans aucun doute un des mangas les mieux écrits qui soient. Je l'ai maté il y a quelques années et ça faisait longtemps que j'avais pas autant accroché à un animé. Super dense, aucun temps mort, des intrigues super solides. Quel plaisir d'avoir travaillé dessus, vous nous l'avez beaucoup réclamé en commentaire, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Merci à Chauve Burlesque pour l'écriture et à Milo pour le montage. Comme d'habitude, on compte sur vous pour le pouce bleu, partagez la vidéo et pour vous abonner, votre soutien est notre moteur. Sur ce, c'était Kélian en compagnie de Chauve Burlesque, bye les weebs.